Les apprentis, déjà, ils évoluent très bien tout seuls, hein, parce que là encore, on apprend tellement d'eux que, aujourd'hui, ils n'utilisent plus Google, très peu. Toutes leurs recherches sur la vie quotidienne, je pense que c'est du même acabit pour nous. Désormais, ils le font avec leur IA directement, que ce soit le chat ou d'autres. Et donc la transformation, elle est là. La révolution, elle a lieu déjà en ce moment par rapport aux usages et aux comportements. Et nous, chez One Education, on est vraiment sur cette partie justement éducation connectée. Donc tout ce qui est formation à distance, et donc évidemment l'IA nous apporte beaucoup de proximité par rapport à ces étudiants pour pouvoir les suivre par rapport à leur formation, et ça nous apporte également beaucoup au niveau pédagogique parce que ça permet d'avoir justement une pédagogie qui soit sur mesure par rapport à eux. Bonjour et bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Creveillé et je reçois aujourd'hui Mathias Bolland. Bonjour Mathias. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi, c'est un plaisir. Je vais lire ta bio pour qu'on sache un petit peu à qui on a affaire. Tu es père de 3 enfants d'une vingtaine d'années qui vivent à Paris, Lyon, Aix-en-Provence. Tu as 52 ans et tu es associé dans plusieurs groupes d'enseignement supérieur, dont Media School et One Education, où tu occupes les fonctions de directeur général adjoint. Tu as commencé ta carrière au sein du groupe Adecco. Après des études de commerce à Lyon, tu as débuté au sein d'une agence dans le quartier de Veyze, c'est à Lyon. Ouais, c'est ça. Avant de faire tous les métiers dans le groupe et de gravir les échelons pendant 17 ans, jusqu'à la direction générale de la partie recrutement pour le middle management. Et Adecco reste ta famille professionnelle, ton ancrage en termes de valeurs. Puis à 40 ans, tu as pris la direction générale d'Adrecco. Adrexo, avec ses 23 000 collaborateurs à l'époque, dans un contexte apparemment difficile, tu nous en diras peut-être un peu plus. 3 années qui t'ont marqué à vie par l'intensité des séquences et des rencontres. Et ensuite, tu es entré dans le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur avec 4 expériences significatives et assez différentes à Montpellier Business School, Berlitz France, Media School, puis aujourd'hui One Education. Absolument. Tu es un homme de réseau, de conquête et profondément humain. Tu t'épanouis dans le partage et le lien aux autres, dans la fraternité et l'apprentissage. Tes priorités, c'est ta famille et tes amis. Et comme passion, tu as le Sénégal, le Brésil, le padel et le kite. Et le padel, pas sur eau. Non. Le padel avec des raquettes. C'est ça, exactement. Ça marche. Eh bien, bienvenue. Comment on se connaît ? Merci. En fait, c'est Eric Gras, qui est expert du recrutement chez Indeed, qui t'a recommandé, qui a souhaité entendre ta vision de l'expérience collaborateur. Et voilà. Ouais, c'est formidable, c'est un ami, c'était auparavant un collaborateur chez Adecco déjà. Et là, je vois qu'il s'épanouit totalement en tant que porte-parole d'Indeed et du recrutement de façon plus globale. Donc je le remercie en tout cas, j'ai essayé d'être digne de sa confiance. En tout cas, en tant que manager, tu sens que tu lui as laissé un souvenir impérissable. On a un rituel dans Résonance. Je t'invite à piocher une question et je vais te la lire quand tu auras choisi l'enveloppe de la couleur qui t'inspire. Allez. Il y en a 2. Pour quelle chose es-tu particulièrement reconnaissant dans ta vie ? Je suis très reconnaissant envers les personnes qui sont très tolérantes, qui sont dans l'écoute, qui sont dans le partage, envers les personnes qui sont libres et qui vraiment sont dans le moment présent. Voilà. Et ça, pour moi, j'ai une gratitude immense pour ces moments-là partagés, de pouvoir échanger en étant soi-même, en étant en vérité. Voilà. Merci. Ta définition de l'expérience collaborateur, parce qu'on est dans le podcast de l'expérience collaborateur, ta propre définition, toi, Mathias. Ma propre définition, en fait, l'expérience collaborateur, pour moi, c'est l'expérience de vie, de plusieurs vies. On a souvent plusieurs expériences professionnelles dans une carrière. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 7 expériences souvent par individu. Et c'est vrai qu'il y a un début qui est très important. L'onboarding, il est capital dans l'entreprise, y compris d'ailleurs les conditions de recrutement, en fait, la façon dont on est choisi par rapport à tel ou tel poste, telle ou telle entreprise. Souvent, comme dans la vie, on a envie que ce soit un peu magique et que ce soit un peu le hasard ou le destin qui fasse les choses plutôt que les réseaux, LinkedIn sur le plan pro ou d'autres sur le plan perso. Et après, il y a évidemment toute la phase de
rencontres, d'émancipation, d'expérience qui a lieu. Et puis il y a souvent aussi une fin. Mais c'est pas grave. J'ai envie de dire, l'important c'est l'intensité de cette expérience, le fait de pouvoir grandir, le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir rencontrer plein de personnes, réussir ses objectifs et ensuite justement pouvoir être libre et continuer ailleurs. Donc voilà, pour moi l'expérience collaborateur là-dessus, elle se situe vraiment plus sur l'intensité que sur la pérennité, ce qui est important. Parfois, même des rencontres d'un mois peuvent changer ta vie, et je pense que des expériences d'un an peuvent aussi être hyper bénéfiques pour un collaborateur. Donc, ce que tu dis, c'est pas tant la quantité qui compte finalement, que aussi la qualité et l'intensité de ce qu'on vit dans les entreprises. Quand on peut associer les deux, c'est top. Oui, exactement. C'est le Graal. C'est le Graal. Tu as occupé des postes de direction, je l'ai dit, dans des environnements assez différents, à la fois le recrutement, la logistique, l'éducation. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en termes d'expérience? J'ai envie de dire que ce soit d'ailleurs le meilleur, comme peut-être le plus difficile. Alors, ce qui m'a marqué le meilleur, c'est Adecco. C'était mon premier job. Je sortais d'école de commerce et là, j'ai rencontré un directeur régional qui s'appelle Loïc Labouche et qui m'a marqué à vie parce qu'en fait, il s'est adressé à moi directement avec mon prénom, en me tutoyant et en me proposant de pouvoir assister à un événement et des clients. Et pour moi, c'est quelqu'un qui avait en fait un charisme incroyable et qui en plus m'a donné pas mal de conseils. Et quand on est jeune, on a envie d'avoir ces conseils-là. Et voilà, donc ça a été pour moi la première grande expérience. Il m'a notamment donné le premier conseil qui était de dire oui à toutes les invitations. Donc ça a été un moteur pour moi on va dire, de 25 à 40 ans, en fait, de pouvoir accéder un peu à tous les réseaux, à pouvoir vraiment aller voir un peu toutes les différentes spécificités ou branches de chaque activité pour pouvoir justement après sélectionner ce qui me convient le mieux et là où je suis le plus à l'aise et le plus utile. Donc ça, c'était la première grande rencontre pour moi. Ensuite, j'ai eu celui qui m'a marqué, c'est Christophe Catoire, c'est le président monde d'Adecco, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné la chance de pouvoir diriger Expert à l'époque, et la partie recrutement d'Adecco, c'est lui qui l'a créé, il m'a transmis le flambeau, donc c'était un signe de confiance immense de sa part, et surtout ce que j'ai appris de lui, c'est qu'on pouvait à la fois être un sprinter et un marathonien. Voilà, il pouvait à la fois aller très très vite, et en même temps, il dure, il a une capacité de résilience qui est juste admirable, en plus de ses qualités stratégiques et de manager, donc ça m'a évidemment beaucoup marqué. Et enfin, chez Adecco, il y a une troisième personne qui s'appelle Christophe Duchâtelier, qui a été ma plus belle rencontre professionnelle, vraiment. Parce que là, j'ai touché au très haut niveau. Il est arrivé dans le groupe lorsque j'étais à la tête d'Expert, justement. Et il m'a appris trois choses. D'abord, le fait d'être un artisan, le geste bien fait, le travail bien fait par rapport au recrutement. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois, notre rencontre a duré 1 heure. J'ai pris 40 points. Il m'a donné 40 éléments. Je me suis dit que bon, ça allait pas durer longtemps, cette histoire, que ça allait être compliqué quand même. Et en fait, c'était à la fois sur la qualité du métier et en même temps, il nous a donné la capacité à pouvoir se transcender, à atteindre des objectifs totalement fous, totalement inatteignables, mais il nous a donné confiance en nous de façon incroyable. Et puis ce que j'ai appris, la troisième chose, c'est également c'est une culture un peu anglo-saxonne, du work hard, play hard. Donc voilà, on a énormément travaillé, mais il était en même temps très reconnaissant. Et il m'a aussi donné le conseil de pouvoir... en fait, on avait 300 consultants. Et il m'a toujours dit que c'était les 20-25%, les meilleurs, qui allaient faire la différence. Et qu'en fait, il fallait justement, évidemment, s'occuper de tous, y compris des low performers, mais que c'était surtout les meilleurs qu'il fallait absolument conserver, garder motivés, impliqués, parce que eux, ils vont te faire des chiffres qui sont juste exceptionnels. Et je pense que dans la vie, ça m'a servi aussi, y compris dans le sport. Quand on travaille ses points forts, je pense que c'est quelque chose de capital. Alors qu'on a souvent, dans nos traditions, nos cultures, l'envie de travailler les points faibles. Je pense que quand on a un très bon service, même si la volée est moyenne, c'est pas grave, elle sera facile à faire parce que la première balle est top. Et voilà, ça c'est lui qui m'a appris ça. Donc ça, c'était les moments chouettes. Ouais. J'entends, beaucoup d'intensité, même un peu d'émotion. Ouais. Et dans les moments peut-être un peu plus difficiles, parce que dans la bio, voilà, chez Adrexo, visiblement, il y a eu quand même des moments un peu durs. C'était quoi ces moments qui t'ont marqué, tu dis à vie quand même, donc c'est pas rien. Ouais.
Tous mes mots de passe commencent par Adrexo. Enfin, faut peut-être pas le dire, remarque, mais non, faut le dire. Mais ça m'a tellement marqué cette expérience. En fait, j'ai adoré, mais j'ai tellement aimé Adrexo. C'est de la distribution d'imprimés publicitaires. En effet, donc il y avait 300 centres, 23 000 collaborateurs et des collaborateurs qui faisaient la distribution des prospectus dans les boîtes aux lettres. Beaucoup de retraités. Et une entreprise qui perdait beaucoup d'argent déjà à l'époque, et donc il fallait retourner pour essayer d'assurer sa pérennité. Donc là, t'étais directeur général ouais, j'étais directeur général adjoint puis directeur général. Et avec l'équipe autour de moi, on a tout fait pour essayer de trouver des solutions. On y est arrivé puisqu'au final il y a eu un repreneur qui est arrivé, donc c'était il y a une dizaine d'années. Mais là j'ai vraiment assumé des responsabilités très fortes par rapport à mes collaborateurs et par rapport aux salariés, parce qu'en fait, l'important, je pense, dans toutes circonstances, c'est d'assurer l'employabilité de ces collaborateurs. C'est ça la responsabilité d'un patron. Or là, il y avait bon nombre de collaborateurs qui n'étaient pas employables, en fait, parce que pour certains, ils ne savaient ni lire ni écrire, et c'était un travail juste nécessaire pour vivre. Donc la responsabilité était colossale, et en même temps, là encore, pour revenir à l'intensité, j'ai pas connu d'expérience plus intense que celle que j'ai connue avec cette équipe, avec ce CODIR, avec ces directeurs régionaux, pour faire en sorte qu'on y arrive et que on arrive à trouver quelqu'un qui arrive avec un nouveau projet. Ce sont les fondateurs de Colis Privé qui après ont repris Adrexo, ce qui a permis une pérennité de l'entreprise pendant des années, même si maintenant le marché du prospectus s'est éteint. Mais voilà, ça fait une expérience en matière d'intensité incroyable. C'est 3 ans qui ont duré, qui m'ont semblé être bien plus longs. Est-ce que je comprends bien? Ce que j'entends, c'est l'intensité, la difficulté, c'était par rapport aux salariés, ces salariés que tu évoques, et qui, en fait, eux, c'était un job essentiel et vital pour eux. C'est ça. Et que si c'était pas avec vous, potentiellement, ils retrouvaient pas de job ailleurs, en fait. Ça, c'est sûr. Donc, ce que j'entends, c'est humainement, ça venait de chercher, c'est ça dont on parle. En fait, la recherche de sens, elle est essentielle. Voilà, moi, j'ai adoré Adecco et le métier de l'intérim parce qu'on donne un travail aux gens et que le travail, c'est ce qui donne à la fois, bien sûr, les éléments financiers pour subvenir aux besoins de la famille, notamment dans l'intérim, où là, on est confronté à des populations qui ont vraiment besoin de travailler et qui sont avec une gratitude immense lorsqu'on arrive même avec une mission en intérim. Donc, c'est probablement l'un des plus beaux métiers au monde, et qui plus est lorsqu'on propose des CDI, évidemment. Mais dans le cas d'Adrexo, c'était un enjeu de pérennité. Et la pérennité, elle est évidemment vitale pour des centaines de collaborateurs ou des milliers de collaborateurs. Et donc ça nous a tous animés. Trouver des solutions, essayer de travailler par tous les moyens pour pouvoir faire en sorte que cette entreprise se retourne. Et donc quand le sens est là, derrière, l'engagement est immense. Et puis lorsqu'il y a un ascenseur émotionnel avec des moments forts, des moments très durs, forcément ça nous soude. Ce qui fait que les équipes d'Adrexo, je suis toujours en contact avec eux et on est liés à vie, évidemment. Tu es passé du monde du recrutement au début de ta carrière, c'est ce qu'on évoque maintenant, à la formation, déjà depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a motivé à cette transition finalement? Et comment ces expériences ont façonné ta vision à la fois du travail et de l'humain globalement? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est l'humain. Donc en fait, quand j'étais chez Adrexo, je commençais à donner des cours à Montpellier Business School sur les RH et j'ai adoré. Le fait d'être prof, en fait, je m'occupais de la spécialisation RH à Montpellier Business School, grâce à Didier Jourdan, qui était le directeur général, et ce lien en direct avec des étudiants qui ont 20 à 22 ans, c'est fantastique parce qu'en fait, on apprend tellement d'eux. Nous, on arrive avec nos apports, ce qu'on aimerait leur transmettre, et eux, ils nous remettent tellement de choses, parce que évidemment, c'est pas les mêmes comportements, ce sont pas les mêmes rituels, et je me suis vraiment nourri de ça. Donc, j'ai adoré le côté pédagogique. C'était la première étape de la transmission, et moi, je suis toujours très soucieux de la pédagogie dans toutes les expériences que j'ai eues après, parce que c'est là où tout se passe. Et c'est ce qui m'a donné envie. Ensuite, Didier Jourdan m'a proposé de le rejoindre en tant que DGA de Montpellier Business School. C'était lorsqu'il y a eu une reprise pour Adrexo. Et je me suis dit que c'était vraiment une belle transition de commencer par les RH, d'avoir eu cette expérience si intense chez Adrexo pour ensuite être dans la transmission et l'éducation. C'est quoi un peu ton plus beau souvenir, en tout cas celui qui t'a marqué dans cette expérience avec les plus jeunes à Montpellier Business School? À Montpellier Business School, le plus beau souvenir, je pense que c'était les remises de diplômes.
que j'ai toujours, parce qu'en fait, on les suit toute l'année, et après on les voit heureux, on les voit en famille, on voit les parents. Je me mets à leur place maintenant, soulagés, heureux, fiers. Et puis on rentre quand même un peu pas dans l'intimité, mais on commence on en connaît quelques-uns. Parce qu'il y a toujours deux référents, et donc en fait ce contact-là, moi là encore je suis resté en contact avec certains d'entre eux qui maintenant ont des postes incroyables et c'est pas forcément gagné. C'est marrant de voir aussi les trajectoires personnelles. Enfin bon, voilà, tout ça c'était les meilleurs souvenirs, ouais. Aussi des rencontres. Des rencontres. Tu viens de le dire un petit peu, tu es attaché à la transmission et à l'apprentissage continu finalement. Qu'est-ce qui t'anime dans le fait d'accompagner, de former comme ça? C'est de révéler le meilleur de chacun, en fait. Moi, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est qu'on pose un regard, bien sûr, positif, mais surtout qu'on croit dans les gens et qu'après, on leur donne les moyens de pouvoir eux-mêmes se réaliser. Et se réaliser, c'est pas forcément d'évoluer, mais c'est de pouvoir être libre. Et dès lors qu'on ouvre ce regard, que l'on pose des questions, que l'on s'intéresse vraiment à eux, ça permet à certains de pouvoir en effet faire un bout de vie avec soi, et puis après de pouvoir partir et de pouvoir moi je suis des gens comme Eric, quand je vois des collaborateurs qui ont réussi après autant, et j'en ai plein, ou des amis ou voilà, moi forcément ça me rend heureux parce que je sais que j'ai été un élément, en tout cas un moment qui a été important pour eux. Donc voilà, ça c'est évidemment ce qui me motive, en fait ce qui me nourrit, en fait. C'est aussi très égoïste parce que c'est évidemment toujours un échange et un partage. Donc ça, j'ai plein d'exemples qui ont sillonné mon parcours, en fait, à chaque fois là-dessus. Et dans l'apprentissage continu, parce que finalement il y a aussi cette partie-là, il y a toute la partie formation initiale, et ensuite par rapport à ton expérience de la formation continue, qu'est-ce qui t'anime? Parce que c'est pas tout à fait quand même la même chose, c'est pas tout à fait le même public. Non, c'est pas le même public. Moi, j'ai surtout connu chez Berlitz au niveau de la formation continue, aussi bien sûr chez Media School. En fait, ce que j'aime dans la formation continue, c'est le fait de pouvoir être là justement sur une séquence beaucoup plus courte, ou sur du MBA, sur une possibilité de pouvoir évoluer avec des personnes qui ont déjà une maturité différente et qui ont des aspirations évidemment très différentes. On est vraiment sur on est aussi sur une relation B2B, donc avec l'entreprise, pour pouvoir justement développer la politique humaine, RH de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est très riche et qui est très différent de la formation initiale. Moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est toute la partie internationale. Et on développe beaucoup la formation continue à l'international chez Media School avec un partenaire en Afrique de l'Ouest qui s'appelle BEM Dakar. Et on fait des gros partenariats avec des universités américaines. Et ça, c'est évidemment aussi passionnant de pouvoir faire des learning expeditions avec eux à l'étranger, de pouvoir apprendre et se confronter à ce public-là. Donc voilà, moi j'ai eu la direction du MBA à Montpellier Business School et c'est quelque chose que j'ai aussi adoré. Learning Expedition, parce que je sais pas si les auditeurs, ça leur parle. Une semaine à Dubaï où on était parti à Amsterdam dans des universités avec des entreprises qu'on visite par rapport à telle ou telle spécificité, telle ou telle niche d'activité. Et évidemment, voilà, on part souvent à 12-15 et on mêle à la fois le côté académique et le côté expérientiel pour pouvoir faire en sorte que ce public-là puisse revenir avec plein d'apports et plein de réseaux. Le monde de l'éducation et de la formation, il y a pas mal d'évolutions en ce moment, notamment numérique, l'IA. Comment tu fais pour accompagner à la fois les équipes, parce que c'est quand même un changement de manière de travailler pour eux, et aussi les apprentis face à ces évolutions? Ouais. Les apprentis, déjà, ils évoluent très bien tout seuls, parce que là encore, on apprend tellement d'eux que, en fait, aujourd'hui, ils n'utilisent plus Google, très peu. Toutes leurs recherches sur la vie quotidienne, je pense que c'est du même acabit pour nous. Désormais, ils le font avec leur IA directement, que ce soit le chat ou d'autres. Et donc la transformation, elle est là. La révolution, elle a lieu déjà en ce moment par rapport aux usages et aux comportements. Et nous, chez One Education, on est vraiment sur cette partie justement éducation connectée. Donc tout ce qui est formation à distance, et donc évidemment l'IA nous apporte beaucoup de proximité par rapport à ces étudiants pour pouvoir les suivre par rapport à leur formation, et ça nous apporte également beaucoup au niveau pédagogique parce que ça permet d'avoir justement une pédagogie qui soit sur mesure par rapport à eux. Donc voilà, on lance le 1er avril donc One Education avec un club d'entreprise, de partenaires, de DRH autour de l'IA.
Elle va s'appeler IA et éducation. Et on va réfléchir sur l'éthique et l'IA dans le domaine de l'éducation avec à la fois beaucoup d'ambition, parce que c'est une révolution. Et franchement, on a quand même une chance immense de vivre, nous, notre deuxième révolution, en fait, après Internet. C'est rare, hein, je pense, les générations qui vivent deux révolutions comme ça, en étant actifs. Il y a d'autres générations avant nos parents qui, eux, ont vécu 2 guerres mondiales. Nous, on vit 2 révolutions qui sont hyper impactantes. Donc, moi, je suis tellement heureux de pouvoir vivre celle-ci. Et puis, en même temps, il faut le faire avec des précautions. Parce que ça touche évidemment à l'éthique, ça peut toucher au côté militaire et à plein d'aspects. Et donc, c'est pour ça qu'on est heureux de créer ce club IA Éducation autour de One Education à partir du mois d'avril. Tu voudrais nous donner 1 ou 2 exemples de justement comment elle se manifeste finalement cette révolution concrètement pour les étudiants? Tu vois, un avant-après, ça ressemble à quoi? L'avant, ça commence déjà par le recrutement. En fait, on commence pour toute la partie acquisition de leads, donc de recrutement d'étudiants. On se fait aider par l'IA de façon très importante. Et pour les premiers appels, ça marche très très bien. Ensuite, évidemment, l'humain est toujours au-dessus de tout par rapport à ça, mais ça commence par là. Ensuite, ça touche évidemment la partie expérience justement étudiante par rapport à la pédagogie. On a des formations synchrones et asynchrones avec des professeurs où les étudiants peuvent travailler eux-mêmes à leur rythme. Et là aussi, donc il y a l'IA qui se met en place par rapport à telle ou telle pédagogie. Et puis enfin, l'accompagnement. Voilà ce dont je te parlais tout à l'heure, le fait de pouvoir avoir une IA que l'on a façonnée, qui nous connaisse. On lui pose tellement de questions tous les jours qu'elle commence aussi à affiner sa réflexion, à avoir de l'humour, à être un peu notre best friend. Et ça, pour des apprentis, pour des étudiants, tu vois, qui sont à distance, qui ont la proximité de l'entreprise parce qu'ils sont en apprentissage, mais qui maintenant ont aussi la proximité de leur IA, ça permet vraiment de ne pas être seul. Et donc pour nous, évidemment, en tant qu'acteur de l'éducation digitale, c'est un atout énorme de pouvoir associer l'IA à nos formations. Justement, l'IA, c'est dans le monde de l'éducation et dans le monde du travail, hein, globalement, tu le dis, parce que tes équipes, elles travaillent, hein, c'est pas des étudiants. Comment tu penses que cette révolution va transformer justement, au-delà même de la formation, l'expérience collaborateur dans les années à venir? Là, c'est plutôt ta vision de DG, hein, de dirigeant. D'après toi, c'est quoi? Je pense que la révolution, elle va être totale. Elle va toucher bien sûr les emplois. Nous, en fait, on forme pour acquérir des compétences et pour trouver un job. Hein. C'est donc évidemment, vu que les emplois vont être transformés, ça va changer évidemment aussi la façon de pouvoir travailler. Nous, là, on a mis en place des modules en formation continue sur justement l'apprentissage de l'IA pour des cadres et pour des COMEX. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ça va toucher aussi la façon de pouvoir appréhender l'expérience collaborateur, évidemment, on a eu une première révolution par rapport au télétravail, mais là, la révolution va être aussi immense. Je pense qu'on va être vraiment focus là où on a une vraie plus-value, c'est-à-dire sur les partages, les échanges, l'aspect critique, notre vraie singularité. Et il y a en revanche plein de tâches qui étaient un petit peu répétitives, chronophages, qui vont être sous-traitées à l'IA. Et puis je pense aussi que pour notre réflexion, on va pouvoir être meilleur grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit bien, quand on a un sujet et qu'on le pose, et qu'on pose les bonnes questions à l'IA, qu'on sait bien la travailler, elle nous apporte quand même des éléments qu'on n'avait pas forcément. Après, on ajoute notre coloration et notre regard. Mais ça affine aussi notre réflexion. Donc, je pense que c'est hyper positif. Hyper positif pour la médecine. La médecine prédictive, c'est incroyable. Moi, j'ai malheureusement des parents qui sont atteints de telle ou telle maladie. Et en fait, ces maladies-là, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, elles seront bien traitées et de façon très différente. Donc, les progrès sont incroyables. Et donc, je pense que la révolution qu'on va vivre là, si elle est bien encadrée, elle va être magnifique. Ça fait émerger chez moi 2 questions. Mais je vais essayer de rester moi aussi focus. Tes équipes, par exemple, parce que l'IA, là, je commence à lire des choses où on dit on l'utilise un peu à la hussarde, un peu n'importe comment. Toi, est-ce que tu encadres ou comment tu encadres tes équipes? Peut-être tu les formes même au bon usage? Parce que je pense que c'est un point qui va arriver dans les entreprises parce qu'on nous autorise globalement à utiliser des IA, on nous encourage parfois, mais il y a des manières de l'utiliser. Et on voit par exemple
sans stigmatiser, mais des plus jeunes, et je pense notamment à mon fils, voilà, on leur donne un outil incroyable entre les mains. L'idée, c'est pas de je pose une question et puis je te resserre un peu la réponse, un brut de pomme qui n'est pas tout à fait adapté à la cible, qui n'est pas tout à fait vrai, parce que voilà. Bien Donc sûr. comment, pour toi, ta vision, comment pour les équipes, là, les collaborateurs en entreprise, comment on les accompagne sur cette partie-là? Je vais te parler de mon expérience là chez One Education avec Alban Micone, qui est notre président et qui est en fait quelqu'un d'hyper innovant, et en fait c'est lui qui a créé au départ toute la partie en fait éducation, avec une forme de EdTech. Donc en fait il est évidemment très promouvant là-dessus. Il a mis en place 3 choses. D'abord, alors EdTech, toute la partie technique, technologique de l'éducation, okay. Avec des outils qui permettent justement de digitaliser les contenus pédagogiques. Et en fait, il a mis en place 3 choses. La première, c'est ce club donc IA Éducation, donc pour justement travailler sur ces aspects d'éthique et d'accompagnement par rapport aux étudiants. Ça, je pense que c'est capital, et c'est bien de le faire ensemble avec les entreprises partenaires de One Education. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et la seconde chose qu'il a fait pour les collaborateurs, c'est qu'il nous a proposé le fait de pouvoir s'associer à une IA personnelle pour chacun. Donc chaque membre du CODIR va avoir également son IA à lui ou elle, qui va façonner aussi avec évidemment différents aspects à la fois académiques, mais aussi de soft skills, pour que ce soit quelqu'un avec qui on puisse vraiment échanger de façon confiante et de façon super efficace. Et la troisième chose qu'il a fait aussi en matière d'accompagnement, c'est qu'il nous a adossé un coach mental à chacun, pour pouvoir aussi justement parler de tous ces aspects de transformation qui parfois peuvent un peu faire peur, et pour pouvoir justement aussi être dans une dynamique hyper positive. On a la chance d'avoir Ousmane Gassama, je parle de lui parce qu'il est incroyable, et que tu passes 3 quarts d'heure avec lui, tu en ressors transformé à chaque fois. Donc voilà, c'est le coach mental dont je parle, qui est entraîneur de plusieurs champions de boxe ou de MMA, et il est justement d'une écoute, d'une humilité et une capacité à nous transcender qui est folle. Donc en fait, quand on a à la fois les bons outils, le bon collectif, après justement donc la bonne IA, et enfin la partie mentale qui est là en accompagnement, quelque part on est armé pour pouvoir réussir cette révolution. Et donc la deuxième question qui avait émergé, c'était, on entend, voilà, et tu l'as un petit peu évoqué, il y a des métiers qui vont disparaître, voilà. On entend une forme, c'est un peu anxiogène pour certains, voilà. Toi, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Parce que j'entends que tu es plutôt convaincu par l'IA. Qu'est-ce qui va se passer pour ces métiers qui disparaissent? Qu'est-ce que l'avenir? Alors, tu n'as pas de boule de cristal, mais en tout cas, ta vision? Ma vision, déjà, c'est que moi, j'ai aucune boule de cristal. En effet, que je ne sais pas. Voilà, il y a juste une chose que je sais, c'est qu'on n'a pas à être convaincu ou à ne pas l'être. La révolution, elle est là. Elle est plus devant nous, elle est en nous. Ça y est, ça a démarré là depuis quelques mois, et les jeunes, eux, ils l'ont pris à bras le corps, donc de façon assez innée et assez intuitive. Donc je pense que voilà, si on y va avec ambition et précaution, on peut vraiment justement au contraire avoir des opportunités immenses grâce à l'IA, comme on a eu des opportunités immenses grâce à Internet. Ça a changé beaucoup de choses, et donc je pense que par rapport à ces métiers, je pense que la majorité des métiers vont être transformés, pas forcément justement mis de côté, et qu'il va falloir se former à l'IA, se former en transformation. Il va y avoir des créations de postes de façon aussi énorme, et donc je pense que les opportunités vont être très importantes. Simplement les cartes vont être abattues, et c'est chouette parce qu'en fait ça permet justement de pouvoir prendre toute sa place dans ce nouveau terrain de jeu, donc c'est bien. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais d'autres qui vont se créer, donc il y a de la place. Oui, il y a surtout beaucoup de métiers qui vont se transformer, et que je pense que ce sont les collaborateurs qui sauront bien utiliser l'IA qui vont justement être les plus performants et qui vont rester en poste, et au contraire qui vont avoir encore plus d'intelligence augmentée pour pouvoir justement faire leur travail et avoir l'équilibre qui leur convient. Moi, je suis hyper optimiste par rapport justement à cette révolution-là. Tu insistes, tu l'as dit plusieurs fois sur les relations humaines. Au début, tu as beaucoup parlé de rencontres finalement qui ont jalonné ta vie. Comment tu fais pour concilier proximité avec les équipes et en même temps courage managérial? Parce que parfois il y a des managers qui ont un peu du mal, ils sont plutôt sympas et en même temps ils veulent quand même mettre une barrière parce que à un moment s'il y a besoin ils savent pas très bien se positionner.
Je crois qu'il faut être authentique déjà, ça c'est la première chose. Il faut être transparent et on peut pas toujours tout dire, mais il faut être vrai. Ça c'est la première chose parce qu'en fait, je le vois là aussi quand on parle de sujets difficiles. En fait, les collaborateurs aiment bien. En fait, ce que les gens aiment, c'est qu'on leur dise la vérité et qu'on communique avec eux, voilà, sur les choses qui doivent être partagées. Et ce qui est pas bon, c'est l'opacité. Ce qui est pas bon, c'est l'hypocrisie. Ce sont les choses qu'on voilà. Donc moi, ça m'a jamais empêché de prendre des décisions difficiles. J'ai mené plein de plans sociaux. Tu imagines bien par rapport aux expériences. Et je l'ai toujours fait avec le maximum de transparence possible. Et voilà. Et puis il y a eu aussi des hors-jeux qu'il faut sanctionner. Et il faut le sanctionner pour la personne en cause pour qu'elle puisse après ne plus les faire, mais il faut surtout aussi sanctionner pour les gens autour. C'est important d'être courageux et de prendre les décisions pour penser au collectif avant tout. Mais donc moi, ça m'a jamais vraiment gêné. Ce que je peux juste partager avec toi, c'est que avec l'âge, avec l'expérience quand même, je me suis un peu adouci par rapport à ça. En fait, j'ai toujours eu en tête le fait que l'important, c'était que mes collaborateurs soient employables, même s'ils devaient partir ou bouger. Bon, avec l'expérience et mon expérience perso, évidemment, j'ai appris quand même à me dire que c'était pas que ça, et que malgré tout, un départ, c'est jamais neutre, et qu'il faut évidemment quand même accompagner le plus possible les circonstances de ce départ. Tu as un souvenir d'une expérience difficile en tant que manager, justement, où tu as dû faire ce que tu viens d'évoquer? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs, mais comme disait Renoir, la douleur part, la beauté reste, donc je conserve le positif. Mais oui, forcément, ce qui a été le plus dur, en fait, c'est de se séparer de collaborateurs qui donnent tout et où tu te dis, c'est pas gagné pour l'après. Voilà. Après, j'ai eu des expériences difficiles avec des collaborateurs qui m'en voulaient, et avec qui ça a été très rude et très violent. Dans l'intérim, on est aussi confronté à la vraie vie, hein. Et donc on est confronté au réel et aux menaces. Voilà, donc j'ai plein d'expériences comme ça qui me reviennent. Mais au final, j'ai aucun regret par rapport à ce qui a pu se passer. Par rapport à tout ça, il y a eu j'ai eu une expérience qui m'a un peu marqué, mais dont j'ai pas envie de relater là. Et en effet, qui fut parce qu'il y a eu une forme un peu de trahison, de choses difficiles. Donc, mais ça fait partie de la vie, voilà. Et puis ça rend plus fort tout ça en fait. Donc c'est très bien. Tu es attaché au rituel. T'aimes bien les fêtes, t'aimes bien célébrer avec tes équipes. C'est un peu ce que tu m'as partagé quand on s'est parlé. Qu'est-ce que ça représente pour toi, finalement, ces moments dans la dynamique d'équipe? Quel sens ça dans la dynamique d'équipe? Et peut-être partager quelques beaux moments, peut-être. Ouais. En fait, moi, je suis très attaché au rituel parce que je suis attaché à la liberté. Et donc, pour être libre, il faut qu'il y ait des rituels qui nous permettent justement de pouvoir avoir des points de rendez-vous aussi bien quali que quantitatifs par rapport aux chiffres, aux résultats et à tout ça. En revanche, le reste du temps, je parie sur l'intelligence de mes collaborateurs, sur le fait qu'ils soient libres et qu'ils puissent évoluer pour pouvoir justement être les plus performants possibles. Et après, par rapport au fait, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai gardé des contacts avec, je pense, chacun des CODIR que j'ai pu animer, où j'ai eu la chance d'être. Et chacun des territoires d'ailleurs où j'ai pu travailler, que ce soit à Montpellier, à Lyon, à Paris, à Aix. Et en fait, ce qu'ils retiennent souvent, ce sont à la fois les objectifs qu'on a atteints, et en même temps les moments de célébration collective, parce qu'en fait ce sont des choses où en fait on est soi-même, tout en restant évidemment dans les règles, mais on est soi-même, et donc c'est évidemment des moments de partage qui sont chouettes. J'ai appris ça avec Christophe du Châtelier. C'était un peu le work hard, play hard, donc objectif très élevé, et on ne fête que si on atteint les objectifs ou si on les dépasse, sinon ça n'a pas de sens. La fête elle n'a pas lieu d'être. En revanche, quand c'est le cas et qu'on sait tous les efforts qu'on a fait et qu'on y est arrivé de façon globale, là la fête elle est incroyable. Et là évidemment il faut aussi donner de soi et que ce soit vrai quoi. Et ça laisse des souvenirs à vie. Mais avec ADECO, j'étais directeur régional dans le sud de la France, et là on réunit 100 collaborateurs cet été. C'était il y a je pense 15 ans. Et il y aura 100 collaborateurs qu'on va réunir pour fêter justement nos victoires passées, mais communes, et qui restent en fait toujours vivantes en fait dans l'esprit de chacun. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui reste éternel. Une forme ça développe la cohésion, c'est ça qu'on entend. Des choses. Bien sûr. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. On a vécu des moments, parce que pour atteindre des objectifs, il y a des moments où faut serrer les dents, il faut mouiller le maillot, il faut y aller. Et puis il y a des défaites. C'est dur. Non, et puis il y a des défaites. Ouais.
Ouais, donc quand il y a une victoire, on l'a... Bah oui, puis c'est les soirs de défaite qu'on construit les prochaines victoires. Et quand il y a une victoire après qui arrive, et que le chemin a été long, c'est magnifique de pouvoir partager ça. La savoure d'autant Et plus. il faut le faire, vraiment. Je pense que il faut le faire parce que déjà c'est une forme de reconnaissance, mais il faut le faire aussi parce que c'est ce qui donne l'envie d'autres succès et donc d'autres partages collectifs. On arrive à la fin du podcast. Tu sais qu'on a un deuxième rituel. C'est qui tu auras envie d'entendre dans un futur épisode de Résonance qui viendrait s'asseoir à ta place. J'hésite. N'hésite pas. Bon, je peux? Oui, bien sûr. Ok. Il y en a deux. En fait, j'aimerais vraiment entendre le plus entrepreneur des banquiers ou le plus banquier des entrepreneurs. Il s'appelle Serge Magdelaine. Il a la tête de LCL. Je suis pas très objectif parce que c'est un de mes meilleurs amis, mais c'est quelqu'un qui à la fois a une vision stratégique incroyable et qui en même temps est toujours dans le care, dans le soutien, dans l'écoute. Et c'est quelqu'un qui, au niveau managérial, permet vraiment à ses équipes de se donner pleinement, avec un cap et et toujours au plus près des territoires, toujours au plus près de l'humain, alors que c'est un pro du digital. Donc voilà, je pense que tu passeras un très bon moment avec lui. Et je dirais aussi, si on me demande avec qui j'aurais aimé être managé, c'est un dirigeant du digital. Il s'appelle Guillaume Brich. Il est à la tête de Digital Virgo et il manage des équipes partout dans le monde. Donc il y a tout le côté aussi management interculturel. Et c'est probablement la personne la plus inspirante que je connaisse. Il est d'une richesse incroyable, d'une humanité hallucinante. Et donc là aussi, je pense que toi et les auditeurs, vous passerez un très très bon moment avec lui. Mais quel teasing! J'ai déjà hâte. Ouais, tu peux. En tout cas, Mathias, merci beaucoup. J'ai Merci, reçu Sarah. aujourd'hui Mathias Bolland et c'était un vrai plaisir. Et je vous retrouve prochainement dans un épisode de Résonance. À bientôt.